Andreas, ça va? Béatrice, bienvenue. L'écriture serait à ce moment-là une danse avec les mots. Je danse avec les mots. Alors l'alcool est une danse fausse. Si une personne veut sortir de la maladie de l'alcool, cette personne-là ne peut pas le faire seule. Le propre de l'alcool, c'est qu'on est en déséquilibre. Ce n'est pas seulement l'alcool qui provoque le déséquilibre, mais parce qu'au début, on croit justement que l'alcool est un remède, une solution à ce déséquilibre qui vient d'ailleurs. Et chacun a ses propres raisons d'être en déséquilibre. Et l'alcoolique, pendant un certain temps, croit qu'il a trouvé le remède à tous ses problèmes. Et ce sera l'alcool. Sous l'alcool, il se trouve subitement en équilibre. Il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles l'alcool se referme comme un piège. Et là, tout se retourne. Ceux qui étaient en déséquilibre avant se déséquilibrent davantage. Et tout ce qui était dans un premier temps reçu comme une solution devient un piège, un problème pratiquement insurmontable. Et les doses augmentent et la maladie s'installe. Parce que c'est une maladie. J'ai un problème avec quand on dit je suis alcoolique. Parce que je suis aussi un homme, je suis père de 3 enfants, je suis l'amant de ma copine, je suis celui qui va faire le café, je suis aussi allemand, je suis blond, enfin je suis écrivain, je suis plein de choses. J'habite Pernetti, je suis heureux dans le 14e. Quand on dit évidemment je suis alcoolique, ça réduit quand même. Je suis quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'alcool au point d'être malade d'alcool. Et je ne suis plus malade d'alcool aujourd'hui. Donc je ne me considère plus comme alcoolique aujourd'hui. Je suis sorti de la maladie d'alcool. Mais si tu me poses la question si je peux boire de l'alcool, c'est non. Je ne peux pas. Et j'accepte, ça me manque d'ailleurs pas du tout. Mais si je bois, là je vais prendre un verre de vin, si je prends ça, tu ne me reconnais plus. Je ne peux pas boire de l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter dans un premier temps, parce que ça, c'est valable pour le restant de ma vie. Ça ne changera plus jamais. Mais il y a plein de choses que je peux pas faire. Et c'est pas grave. On guérit jamais, parce que la vie est une maladie mortelle. Donc, en fait, guérir, ça voudrait dire qu'une seconde avant ma mort, j'ai dit, j'ai réussi, je n'ai plus jamais bu. Mais pour le dire, je suis mort. Donc le fait de faire le bilan définitif d'une vie, je peux le faire uniquement au moment de ma mort. Donc je ne peux jamais dire que c'est définitif, à moins que je meure. Et là, effectivement, mais je pense que 5 secondes avant ma mort, si j'étais dans cette situation-là, je boirais un verre de vin. En me disant, voilà, j'ai tenu jusque-là, mais je ne suis pas un homme parfait. Je déteste la perfection. Maintenant qu'il me reste 5 secondes, je vais bien prendre un bon verre de vin. Le seul moyen de ne pas penser à l'alcool, c'est pas de ne pas penser à l'alcool, mais de remplir la vie d'autres choses. Donc si on veut petit à petit sortir de l'alcool, il faut réencenser toute la vie. Donc pour un alcoolique,
La réponse est la même que pour tout le monde. Son petit déjeuner. Ici, c'est un point de rencontre. Ce carrefour, c'est un point de rencontre. Le café de Liberté, parce que c'est un vieux café, et j'adore le charme du vieux café. La banquette, le velours rouge, le zinc. Regardez les autres dans la rue. Sans méchanceté. C'est un cinéma à ciel ouvert. C'est un théâtre absolument formidable. C'est la vie. Et ça ne coûte rien. On peut se promener, on peut se balader, on peut regarder. Le 14e est un formidable lieu de mélange et de regard qu'on peut porter sur le monde. On peut vivre toute sa vie dans le 14e sans jamais le quitter. Quels sont les écrivains étrangers qui ont fréquenté le 14e, que tu connais, ceux qui sont relativement connus? Le plus connu, et qui était le plus lié, à mon avis, au 14e, à mon avis, sans aucun doute, c'est Samuel Beckett. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains. Il est enterré ici, au cimetière Montparnasse. Il est mort juste à côté. Il a habité boulevard Saint-Jacques. Avec son œuvre, pour moi, c'était l'œuvre qui m'a ouvert l'œil, l'esprit sur la littérature. J'ai d'abord tout lu en allemand, dans une excellente traduction. Et ensuite, j'ai tout relu en français. Fréquenter ce café, à ta connaissance? Il fréquentait beaucoup la rue de la Gaîté, parce qu'il buvait beaucoup. D'accord. Et il fréquentait beaucoup ici avec Giacometti, par exemple, parce que pour la première En attendant Godot, c'est Giacometti qui avait son atelier rue Hippolyte Mandran, donc dans le 14e aussi, Mandran. C'est Giacometti qui a fait l'arbre. Donc le seul décor En attendant Godot, c'est un arbre dépouillé au milieu de la scène, et le premier arbre qui s'est perdu avec le temps, c'était Giacometti. Donc Beckett et Giacometti étaient très amis, travaillaient ensemble. Il venait souvent ici. Il a développé une vue du monde extrêmement pessimiste, on va dire comme ça. Tout ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a strictement rien. À mon goût personnel, ça va un peu trop loin. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même quelque chose. Je ne suis pas religieux, ésotérique, mais je crois en les forces de l'esprit. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Donc on a un petit différent avec Beckett. Autre chose de Beckett, c'était un homme sans compromis. C'était un caractère très difficile, pas très agréable toujours, mais il faisait aucun compromis. Aucun. Il faisait son travail d'écriture, il n'a jamais rien fait d'autre. Il pouvait être pauvre, ça n'avait aucune importance. La seule chose qui comptait, c'était son travail, son écriture. Je trouvais c'était un modèle pour moi. Des gens comme Renaud, comme Beckett, comme Duras, comme d'autres, ils ont tellement de génie que même bourrés, ils arrivent encore à sortir des trucs qui sont valables. Mais s'ils n'avaient pas été alcooliques, ils auraient fait des choses encore bien meilleures. Il est 6 heures du matin. Les champs de blé ont été labourés, les nuits vont finissant, il fait froid dehors. Une mince couche de givre couvre la ville, c'est presque de beauté que se parle le monde. Bientôt décembre. Elle n'ira pas plus loin que décembre, c'est décidé maintenant. Ce qu'elle aura encore à aller se mesure maintenant un jour. Il lui reste un dernier voyage jusqu'à l'hôpital, où elle mourra. Ça aussi, c'est décidé maintenant. Et c'est maintenant au médecin de décider du départ du canapé bouteille vert. Quand j'écris presque avec mon corps, plus qu'avec mon intellect en tout cas. Alors, physiquement, j'écris souvent debout, je lis à voix haute ce que j'écris très vite, dans un engagement physique très prononcé.
C'est pas pour rigoler. C'est vraiment c'est du travail comme un sculpteur travaille un bloc de marbre. Donc c'est une sorte de lutte avec cette matière, avec ce matériau qui est la langue. Ça passe par le corps. La résonance des mots passe par le ventre, par la poitrine, par le sexe, par les bras, par les muscles. Ça passe vraiment en résonance de mon corps. Comme la langue pour moi est un matériau d'artiste, comme la peinture pour un peintre ou la musique pour un musicien, je peux travailler la langue d'une façon artistique et en même temps, on va dire, engagée. Sans pour autant faire la littérature engagée ou politiquement engagée, c'est pas ça. C'est une résistance poétique que j'essaie de faire.